Bonjour à tous, bienvenue sur CLTV pour la semaine de l'économie. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la reprise-transmission qui constitue, nous allons le voir, un véritable enjeu pour le tissu économique charentais. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui 4 invités. Geneviève Branger, vous êtes présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat Nouvelle-Aquitaine-Charente. Bonjour à vous. Bonjour. Tancrède Blondiot de la CMA également et spécialiste de la reprise-transmission. Bonjour. Bonjour. En plateau également 2 chefs d'entreprise qui sont avec nous, le cédant et le repreneur d'une entreprise basée à Saint-Yrieix et baptisée EGSO. Bonjour à vous. Bonjour. Philippe Luc et Alexandre Valentin, vous allez nous raconter cette histoire de reprise-transmission qui est, on va le dire, assez originale dans un moment. Geneviève Branger, j'entame avec vous. Il est vrai aujourd'hui que la reprise-transmission est un véritable enjeu pour l'artisanat, avec cette réalité d'une forme de vieillissement de certains chefs d'entreprise dans l'artisanat. Oui, effectivement, aujourd'hui, un tiers de nos ressortissants ont 55 ans et plus. Donc, il est important de les accompagner dans leur reprise d'entreprise, puisque c'est une histoire, c'est toute une vie qui va être reprise. Et donc, il est important d'accompagner les repreneurs dans ce dispositif. Et évidemment, il y a aussi cette transmission du savoir-faire, parce que quand une entreprise disparaît, c'est le savoir-faire qui s'en va aussi. Donc, d'où l'importance de faire ça dans les règles. Dans les règles, parce que c'est à la fois aussi du personnel qui est là, une notoriété, un savoir-faire. Et pour toutes ces raisons, il faut accompagner le mieux possible nos repreneurs et nos successeurs, puisque c'est aussi la vie du secteur, de la commune, de tout l'environnement social et qui continue à vivre. Et c'est important de faire perdurer nos entreprises. Alors à la CMA, vous le dites et vous le martelez même, le maître mot, c'est l'anticipation pour la reprise-transmission. Bien sûr, bien sûr. Et ça, il faut anticiper en moyenne au moins 2 ans avant de prendre sa retraite. Il faut anticiper et se rapprocher des services de la Chambre des métiers pour que ça se passe au mieux. Et j'imagine que tous les chefs d'entreprise n'ont pas ce réflexe et certains arrivent parfois peut-être à 6 mois de leur date estimée. Et là, ce n'est pas le bon plan. Tancrède Blondiot, il y a un certain nombre d'étapes à respecter lorsque l'on veut transmettre une entreprise. Alors la première, vous le dites, c'est de prendre le calendrier. Oui, effectivement, chose que les cédants n'ont parfois pas forcément à l'esprit, c'est qu'une transmission, c'est une succession d'étapes qui, effectivement, ne se déroule pas forcément en un mois ou 2. Donc, comme vous dites, on prend un calendrier et on essaie de savoir quand est-ce qu'on veut cesser son activité. Et une fois qu'on a posé sa date de départ, effectivement, on va commencer à définir les différentes étapes qu'il va falloir affronter jusqu'à la reprise de son entreprise. Alors, l'une des premières étapes, c'est le diagnostic de l'outil de travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, quand on veut vendre une entreprise, il faut savoir déjà quand est-ce qu'on veut la vendre. Et ensuite, la deuxième question, c'est je vends quoi ? Et je vends quoi ? Parce que nous, en tant que cédant, on a souvent une vision de notre entreprise, mais c'est bien de retravailler ce qu'on a, dans quoi on travaille. Et on opère pour cela un diagnostic transmission, qui permet de faire un état, une situation de l'entreprise, en faisant ressortir à la fois les points forts et les points de faiblesse de l'entreprise, de manière à les corriger, de façon à préparer l'entreprise à la vente. Alors vous dites quelque chose d'intéressant, c'est que certains artisans ont parfois une vision déformée en fait, du prix réel de leur affaire. Alors soit, j'imagine, très en dessous, voire très en dessus, ça arrive fréquemment ? Alors, c'est très fréquent. Derrière le diagnostic de l'entreprise, on accède justement à définir une fourchette de prix de vente. Et oui, effectivement, le prix de vente, il ne sort pas d'un chapeau. Il est fondé sur des critères objectifs. Donc, il y a plusieurs méthodes qui permettent de fonder un prix de vente. Et il est vrai que très souvent, les cédants ont une vision très, très optimiste de la valeur de leur affaire. Sauf que le prix de vente, ça ne va pas forcément être le prix d'achat, si vous voulez, parce que le repreneur va bien entendu présenter l'affaire à reprendre à ses financeurs, et les financeurs, eux, ce qu'ils veulent s'assurer, c'est que l'affaire soit en capacité de s'auto-racheter, si vous voulez. Donc effectivement, si le prix de vente est trop fort, on va devoir le revoir peut-être à la baisse, c'est assez souvent le cas,
de manière à ce que l'entreprise soit en capacité de s'autofinancer, autofinancer le rachat, si vous voulez. Alors, à la Chambre de métier, il y a un conseil que vous donnez également, c'est de continuer à investir jusqu'au bout dans une entreprise que l'on veut céder. Il faut qu'elle donne envie à un éventuel repreneur, forcément. C'est un peu comme un bien immobilier, finalement. Oui, parce que l'erreur à ne pas faire, on va dire le piège à éviter, c'est de se dire, j'arrête dans 2-3 ans, je stoppe les embauches, je stoppe les investissements, je renouvelle pas mon matériel. Alors ça, c'est dangereux parce que quand vous commencez à cesser de réinvestir dans votre outil de travail, finalement, on dégrade ce qu'on a à vendre et donc du coup, c'est moins attractif pour des repreneurs. Donc l'idée, quand on a un bel outil de travail, c'est de continuer à investir jusqu'au bout. Madame Ranger, c'est quelque chose que vous constatez également, c'est des chefs d'entreprise qui abandonnent un peu sur la fin. Ah oui, complètement. Donc ça, c'est surtout pas la chose à faire parce que évidemment, on détériore son outil, on le dégrade financièrement, il va valoir moins si on n'entretient pas. Ça, c'est évident. Alors, chez EGSO, messieurs, vous êtes passés aussi par plus ou moins toutes ces étapes. Donc, votre histoire est assez singulière parce que dans ce scénario, c'est le repreneur, donc vous, monsieur Alexandre Valentin, qui êtes venu taper à la porte. Oui, tout Alors, à fait. comment ça s'est passé un petit peu Assez simplement, j'habite à Saint-Yrieix, donc l'entreprise, je la voyais régulièrement, évidemment. Je passais quasiment tous les jours devant. Et j'ai toujours eu, il y a une part d'inconnu probablement, mais j'ai toujours eu une envie de bosser dans cette entreprise-là. Et je me suis dit qu'il y avait un truc à faire dedans. Donc après avoir quitté un poste de CDI dans le bâtiment, en tant que chargé d'affaires, donc j'étais déjà dans le boulot, j'avais un projet de création d'entreprise qui était différent, puisque c'était basé sur les containers maritimes. Donc je voulais travailler les containers maritimes, puisqu'on avait une demande énorme dans le bâtiment qui n'était pas, où il n'y avait pas de réponse en face. C'était effectivement avant le Covid. Il y avait déjà des demandes de chambres supplémentaires dans le jardin. Il y avait déjà des demandes de bureaux télétravail, parce que c'était déjà un petit peu sous-jacent. Et on avait des demandes également de petits appartements dans le jardin où on peut accueillir la famille, les amis, etc. Et en fait, c'est un positionnement qui est particulier parce que les pavillonneurs ne savent pas répondre à ça parce que c'est des projets qui sont trop petits pour eux. Les entreprises de seconde œuvre, comme GSO, comme mon ancien employeur, etc., ne peuvent pas y répondre dedans parce qu'il y a des notions de grosses œuvres qu'on ne maîtrise pas, donc on fait appel à des sous-traitants, etc. Donc ça fait gonfler la note. Et au bout d'un moment, la note devient tellement élevée, avec la TVA à 20% qui vient se rajouter dessus, que en fait, le prix devient prohibitif et donc les projets ne se font pas. Donc vous avez cette idée de création d'entreprise et la crise arrive. Et la crise arrive, donc ça change un peu les plans, puisqu'il n'y avait plus de containers maritimes, ou à des prix totalement fous. Ensuite, le Covid a mis aussi en valeur une autre problématique, on en parlera peut-être après, c'est le recrutement des salariés et de la main-d'œuvre. Donc je me suis dit, je vais monter une entreprise, je vais avoir de la demande, pas de containers et peut-être pas de main-d'œuvre. Donc c'est un peu mal engagé à ce niveau. Voilà, donc j'ai pris la problématique à l'envers, je me suis dit, en fait, je vais assurer mes arrières et je vais racheter une entreprise où il y a déjà un savoir-faire, il y a déjà des gens en place, il y a déjà une structure qui existe. Si le marché du container se réouvre et qu'on devient, le marché devient plus facile, je tenterai ma chance. Néanmoins, si ce n'est pas le cas, j'aurai déjà un bel outil de travail et j'aurais pu faire fructifier. Donc je suis allé voir M. Luc un soir, effectivement. Alors M. Luc, vous le voyez débarquer et il vous annonce qu'il veut racheter cash votre entreprise. Tout à fait, c'était un soir de novembre, pluvieux comme aujourd'hui. C'est vrai. On était dans le dépôt en train de discuter avec les salariés, on faisait le point un petit peu de la journée. Et tout d'un coup, M. Valentin a demandé à voir le chef d'entreprise et donc voilà, ça s'est passé comme ça tout simplement. Donc il vous dit clairement qu'il veut racheter l'entreprise. Alors au début, il s'est présenté comme une personne du bâtiment qui cherchait à prendre contact avec l'entreprise. Je lui dis parfait, je lui dis je suis en phase de recrutement, j'ai un maîtreur dessinateur commercial qui va nous quitter, qui avait un projet aussi de reprise d'entreprise. Je lui dis ça tombe pile poil. Et du coup, non. Il m'annonce qu'il avait plutôt l'ambition d'être vraiment le chef d'entreprise et de proposer un rachat. Voilà. Donc pour vous, vous y attendiez pas forcément à ce moment-là, donc vous avez pris le temps de réfléchir. Pas du tout. On avait traversé la crise Covid tout bien, tout honneur avec ces problématiques. Nous, on avait beaucoup de travail parce qu'on était sur le secteur des sinistres assurances.
Donc on n'a pas été impacté du tout par tout ça. Et j'étais plutôt en phase de recrutement plutôt qu'en phase de vente, oui, tout à fait. Donc vous prenez le temps de réfléchir? On a pris le temps de réfléchir avec mon épouse, parce que c'est un projet à deux. Hein. Quand on achète, quand on est chef d'entreprise, il y a aussi l'impact familial qui est là. Mon épouse est plus proche de sa fin de carrière, et moi j'avais besoin de travailler encore un petit peu. Mais quand on a un bon profil de repreneur, faut y réfléchir, mais pas trop longtemps. Oui, en fait, c'est ce que vous expliquiez, c'est l'humain qui a matché, quoi. Oui, tout à fait. Vous l'avez senti comme ça, que ça pouvait être intéressant. Tout de suite. Et donc, vous avez fait tous les deux un passage de témoin en douceur. Enfin, c'est ça, vous vous êtes rencontrés Alors, on a pris chacun de notre côté un avocat d'affaires, bien sûr. Moi, j'avais déjà mon expert comptable, Monsieur Valentin a pris le sien. On a commencé à travailler juridiquement sur la transition. Et effectivement, les salariés font partie de la transition et c'est aussi une grosse partie humaine qu'il faut traiter. Ça s'est fait tout doucement, sans trop les avertir au début, parce que M. Valentin voulait nous suivre, poser des questions, donc je l'autorisais à venir nous voir après la débauche. Et puis, bon, vous savez, comme dans tout, on est une petite ville, donc tout se sait. Donc à un moment donné, les rumeurs ont pris le dessus et il a fallu avertir le personnel d'une façon informelle. Et puis après, d'une façon formelle, avec l'information des salariés. L'information des salariés qui est obligatoire. Voilà. Tancrède Blondiau, c'est important, j'imagine, cette phase de transition entre le cédant et le repreneur. Cette phase de tuilage, en fait, un petit peu. Oui, parce que souvent, le repreneur, je dirais même très très souvent, c'est une personne qui n'était pas à son compte dans le passé. C'est quelqu'un souvent qui sort du salariat. Donc en général, il maîtrise bien la technique, l'aspect technique. Des fois, il gère bien l'aspect commercial, mais de chef d'entreprise, ça fait appel à d'autres compétences, notamment la thématique managériale, gérer du personnel, organiser l'emploi du temps de tout le personnel. Et puis aussi, très souvent, il y a une partie chiffrage. Et c'est vrai que le tuilage va apporter beaucoup d'atouts, je dirais, dans la qualité de l'accompagnement. C'est aider le repreneur à chiffrer ses chantiers. Alors, quand on parle, par exemple, d'entreprise du bâtiment, et l'autre atout aussi que peut avoir le tuilage, au-delà de l'accompagner à s'acclimater à l'entreprise, c'est aussi faire la présentation à la clientèle. Parce que souvent, les choses peuvent s'accélérer. On commence à parler officiellement de la reprise, vraiment au dernier moment. La clientèle, des fois, réagit pas très bien. Donc souvent, le tuilage permet de présenter son successeur, ce qui permet de démarrer sereinement avec la clientèle préexistante. Et donc là, dans ce cas-là, avec EGSO, on voit que ça a matché humainement parlant. C'est peut-être pas toujours le cas. Est-ce qu'il y a parfois des scénarios où c'est un petit peu plus délicat Madame Branger? Oui, effectivement. Quelquefois, le repreneur a envie de voler de ses propres ailes tout de suite. Mais souvent, c'est une erreur. On a quand même, effectivement, comme le dit très bien Tancrède, il faut accompagner le repreneur parce qu'un nouveau chef d'entreprise, il a plusieurs casquettes. Il est à la fois RH, comptable, il y a le face-à-face avec les commerçants puisqu'il y a le client en face et il faut appréhender toutes ces situations. Et il faut accompagner le repreneur aussi, comme le dit Tancrède également, dans le calcul des prix, pour la marge, pour toutes ces questions de tous les jours que tout chef d'entreprise rencontre. Voilà, donc il faut accompagner et les services de la Chambre sont également là pour ce tuilage et il est très important d'être accompagné. Il faut qu'un chef d'entreprise aujourd'hui soit accompagné à la fois avec son comptable, son banquier, sa chambre de métier. Ce sont des personnes importantes pour accompagner le repreneur dans cette période de tuilage, mais même tout au long de sa carrière professionnelle. Il faut pas s'isoler. L'important, c'est de ne pas être isolé dans son entreprise. Alors, Monsieur Philippe Luc, vous parliez de l'annonce aux salariés, comment ils l'ont pris, comment ça s'est passé un petit peu Est-ce qu'il y a eu un petit peu d'appréhension, d'anxiété de leur côté? Ils se sont posés des questions, peut-être? Non, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, la rumeur a fait son chemin. Et ils savaient plus ou moins, parce que vous savez, dans le monde du bâtiment, là où, si on veut chercher des informations, il fallait voir les fournisseurs. Les fournisseurs, c'était une grande source d'informations.
Et évidemment, les salariés, de temps en temps, vont chercher quelques matériaux, quelques fournitures. Et évidemment, ils parlent entre eux. Donc, le nom de M. Valentin n'était peut-être pas précisé dès le début, mais il savait déjà. Ce qu'il fallait surtout, c'est les rassurer sur la personne. C'est pas tellement la transition. Hein. La transition, et beaucoup d'entreprises qui se transmettent, ça va, ça vient, et s'il y a une bonne reprise, tout va bien. Mais il fallait surtout les rassurer sur la personne qu'elle allait reprendre, qu'elle était bien du bâtiment, qu'elle était bien une personne gestionnaire, qu'elle était humaine. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'avec M. Valentin, ça a matché, parce qu'on ressent à peu près les mêmes choses et on dirige à peu près la société d'à peu près de la même façon. Donc c'était de rassurer les salariés pour leur dire que leur poste n'était pas remis en question, bien au contraire, et que le repreneur comptait sur eux justement pour faciliter la transition. Tancrède Blondiot, ça c'est un facteur important aussi à prendre en compte, le côté affectif finalement, comment chacun le vit dans l'entreprise, salariés compris. Bah oui, alors là pour commencer, le cédant, c'est une affaire souvent qu'il a reprise ou qu'il a créée, donc c'est comme on dit souvent, c'est son bébé, donc il ne veut pas forcément la céder à n'importe qui, n'importe comment. Il voudrait que quelque part que ce qu'il a créé se poursuive, se pérennise. Donc oui, il y a un volet affectif dans une transmission d'entreprise. Les salariés, pareil, ils se sont habitués à travailler selon le mode de fonctionnement du cédant. Très souvent, j'imagine, dans de bonnes conditions. Il voudrait que le repreneur ne chamboule pas tout en reprenant l'affaire. Et donc pour cette transition douce, on l'a un petit peu abordé, mais l'aspect juridique est aussi important, de bien dessiner les contours de la transmission. Ah mais tout est important, bien sûr. Et puis l'accompagnement. Et oui, alors le côté juridique, il faut savoir exactement sous quelle forme on reprend une entreprise. Est-ce que c'est en société? Est-ce que c'est en entreprise individuelle? Enfin, il y a tous ces paramètres à voir. Il y a vraiment beaucoup d'anticipation à avoir quand on veut reprendre une entreprise. Et sur le point de vue managérial, chez EGSO, comment ça s'est passé un petit peu votre arrivée, simplement face aux salariés Alors c'est une bonne question. C'est sûr que l'arrivée d'un nouveau patron dans l'entreprise pour une session, je pense que pour les collaborateurs, c'est forcément une zone de turbulence. Et pour eux, je pense qu'ils ont besoin d'abord, effectivement, comme le disait Philippe à juste titre, d'être rassurés sur le profil de la personne qui arrive. Il y a forcément une phase de test aussi. Donc tout ça, il faut, ça a été ma partie aussi quand je suis arrivé, c'est de me présenter humblement, modestement, en leur expliquant les raisons de nos échanges et ce à quoi on était arrivé. Et puis ensuite, il faut les rassurer. Donc quel était mon profil ? Qu'est-ce que j'avais fait avant et quelles étaient mes ambitions pour EGSO. Et on a été, je pense, Philippe et moi, très clairs, sans embâche. On a été droit au but, en leur expliquant clairement les choses et ce que je voulais en faire. Donc ça s'est plutôt très bien passé. Et puis, et sa conduite s'est bien se passer, d'ailleurs. Voilà, donc je pense qu'il faut être honnête, transparent et clair avec les collaborateurs dès le départ. Comme ça, au moins, on part sur de bonnes bases. Et ça peut que bien continuer. Alors après, c'est un travail de tous les jours. Il ne faut jamais rien lâcher. Il faut être attentif à tout. Mais la phase de départ, elle est hyper importante de poser de bonnes bases dès le départ. Ouais, tout à fait. Et Philippe Luc, donc vous êtes toujours un pied dans l'entreprise, pour l'instant. Vous n'arrivez pas à partir. On n'arrive pas à se quitter. On n'arrive pas à se quitter. Au niveau de la vente de la société, il était convenu une clause d'accompagnement d'une certaine durée. Bon, ça, c'est le volet légal de la chose. Après, il y a le besoin d'Alexandre. Je vois que plus on s'éloigne de la date de la vente, moins il a besoin de moi. Mais de temps en temps, bon, on s'appelle, je passe, on regarde un petit peu la facturation, on regarde un petit peu tout ce qui est préparatif des documents TVA, voilà. Mais tout ce qui est technique, commercial et tout, il n'a plus besoin de moi. Il n'avait pas besoin de moi de toute façon. Vous êtes serein? Oui, moi je suis serein sur ce projet qui marche bien. Et Geneviève Branger, combien dure une reprise transmission en moyenne? Je ne sais pas si on peut parler de moyenne, mais... Je pense qu'en moyenne, c'est de l'ordre de... Tout dépend des entreprises, mais en moyenne, peut-être entre 3 et 6 mois. C'est la bonne durée, quoi. Il ne faut pas que ça soit... Voilà, il ne faut pas non plus s'incruster trop. Il faut aussi laisser le repreneur voler de ses propres ailes. Quelquefois, apprendre de ses erreurs aussi. Mais il faut accompagner quand même.
Ça, c'est sûr. Et justement, à la chambre de métier, une fois la transmission faite, vous continuez cet accompagnement pendant 3 ans, je crois. 3 ans. 3 ans. Et comment ça se passe là dans ce sorte de SAV de la reprise? Si vous voyez, aujourd'hui, on est cofinancé par la région Nouvelle-Aquitaine sur un dispositif qui s'appelle Entreprendre la région à vos côtés. C'est un dispositif sur lequel on accompagne le repreneur pendant 3 ans à compter de la date de reprise. On va parler de phase d'amorçage reprise. Et donc, effectivement, on va faire des points de gestion pendant ces 3 ans à raison entre 2 et 4 fois par an. Nombreux en début de reprise, un peu moins en allant vers la 3e année. Et on s'assure que toutes les compétences sont au rendez-vous, que l'entreprise, son développement, sa reprise se passe bien. Et voilà, pendant 3 ans. Et j'imagine que plus il y a de préparation et d'accompagnement, moins il y a d'échecs. Parce que j'imagine que l'échec existe aussi. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. D'où le suivi dans la durée. Peut-être un dernier mot pour la chambre de métier pour conclure sur cette opportunité de reprise-transmission. Quand on reprend une entreprise, c'est souvent un artisan qui a déjà pignon sur rue, une entreprise qui a déjà ses clients, ses fournisseurs. C'est aussi une opportunité de reprendre. Oui, et puis c'est l'avenir de nos métiers qui est en jeu aussi. Il faut transmettre nos savoirs. Et ça, c'est très important. Il faut savoir quand même, en France, on a des savoirs dans certains métiers uniques au monde. On est reconnu dans le monde entier. Regardez par exemple en boulangerie, comment marche un boulanger aux États-Unis. Enfin, je veux dire, et puis dans les métiers d'art, dans les métiers de l'ébénisterie, dans les métiers de la marqueterie, et j'en oublie. Mais on a besoin de transmettre ce flambeau. C'est très important. C'est très important. Et dernier mot également sur la plateforme de la chambre de métier, sur les entreprises qui sont à céder, c'est ça? Alors, on utilise à la chambre de métier une plateforme sur laquelle on diffuse les annonces de cession d'entreprise, donc qui s'appelle Transentreprise. Donc, il est utilisé par la majorité des chambres de métier de France, dans laquelle, effectivement, tous les cédants qui désirent céder leur affaire, on fait une petite annonce, on la diffuse dessus, et effectivement, on reçoit les contacts des repreneurs. Donc, ce qui fait que toute personne qui est amenée à se poser la question, est-ce que je reprends une affaire ou pas, en général, il va aller sur ce site professionnel, Transentreprise, et s'il est intéressé par l'affaire, il va entrer en contact avec nous, et nous, on le met en relation avec le cédant. Très bien, écoutez, on arrive au terme de cette émission. Merci à vous d'être venus en plateau. Merci. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. À demain.